Enregistrement. Hop là. Bien, donc bonjour, rebonjour à toutes et je vous remercie vraiment d'être présente aujourd'hui, même si encore une fois c'est un petit peu la fin de l'année pour tous ceux qui sont en poste et c'est pas forcément les créneaux les plus simples, mais malheureusement c'est toujours comme ça, donc il faut toujours qu'on prenne le temps de faire notre recherche et d'accueillir notre chercheur, parce que malheureusement je crois que le temps sinon on ne l'a jamais. Alors, donc le groupe de recherche de l'ARDA est absolument ravi aujourd'hui d'accueillir cette table ronde. Donc, une table ronde qui va être animée par Virginie Privas-Bréauté, qui est MCF en didactique de l'anglais, qui est au laboratoire de recherche à TILF, à l'université de Lorraine. Donc, elle va accueillir aujourd'hui donc Anaïs et peut-être que Grégory va nous rejoindre. Je sais pas bien. Non, donc c'est Anaïs qui va présenter. Et je pense, écoute Virginie, je vais peut-être te laisser la main pour que toi tu puisses présenter nos intervenants. Le groupe de recherche numérique, donc comme vous savez, il essaye de se réunir. On essaye d'être un petit peu régulier, même si c'est pas forcément possible. Mais donc c'est un groupe de travail qui regroupe des chercheurs de l'ARDA, mais aussi des sympathisants de l'ARDA. Donc on s'intéresse à la didactique de l'anglais. Hein. Et puis, on s'intéresse surtout à cette partie numérique que l'on trouve maintenant et qui, évidemment, impacte notre agir enseignant. Voilà, donc on a des thématiques qui sont très variées, évidemment. On essaye à la fois de s'adapter et de répondre aux besoins des collègues du terrain, des besoins des chercheurs. Et puis, on essaye aussi, surtout, de réfléchir à des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors, je ne sais pas si le terme innovation est forcément bien heureux, parce que ce n'est pas forcément toujours de grandes choses expérimentales ou innovantes. Mais en tout cas, on essaye de sortir un petit peu des sentiers battus et d'avoir aussi ce regard sur la culture et la façon dont on va pouvoir, évidemment, on enseigne des langues culture. Hein. Aujourd'hui, on parle de didactique des langues, mais parfois aussi de didactique des langues culture, et ce n'est pas pour rien. Et on essaye aussi d'intégrer des arts et cultures, enfin moi en tout cas c'est ce que j'essaie de faire dans mes enseignements, raison pour laquelle on a été particulièrement heureux quand Virginie nous a proposé son projet. Donc Virginie, je te laisse la parole et je te laisse présenter notre intervenante et merci encore une fois pour cette proposition. Merci beaucoup Guylaine. Bonjour à toutes et à tous ceux qui regarderont donc en replay cette vidéo. Alors effectivement, je suis maître de conférence en didactique de l'anglais à l'Université de Lorraine, mais je suis aussi adjointe à la culture dans la commune où j'interviens. Et l'année dernière, j'ai eu le plaisir de rencontrer Grégory et Anaïs, enfin Anaïs et Grégory, puisque Anaïs, vous êtes là et c'est vous qui allez présenter donc les arts numériques pour lesquels vous intervenez avec Grégory, donc au sein de Cénocosme. Donc j'ai eu le plaisir de les accueillir dans la commune au sein d'une très belle exposition sur les arts numériques. Et moi qui m'intéresse beaucoup à la réalité virtuelle et au théâtre immersif, je me suis dit que ce serait intéressant de proposer leur présentation au sein du groupe numérique de l'ARDA, dont je suis également la vice-présidente. Donc j'ai le grand plaisir, Anaïs, aujourd'hui de vous accueillir. Donc vous allez nous présenter ce que vous faites au sein de Cénocosme. Et puis nous, après, en didacticiens que nous sommes, donc avec Leïla, Guylaine et Samia, nous discuterons peut-être des enjeux didactiques derrière les arts numériques que vous proposez. Donc encore une fois, merci Anaïs d'être présente et je vous laisse la parole. Bonjour, merci. Merci de m'accueillir, de faire cette proposition d'intervention, ce qui nous touche beaucoup. Merci encore pour cette invitation. Donc, je vais présenter pendant ces 30 minutes une bonne partie de notre travail. Donc, nous sommes un couple d'artistes, donc, Grégory Lasserre et moi-même, Anaïs Meddeningst. Et ensemble, depuis 20 ans, nous créons sous le nom de Cénocosme. Et ensemble, nous faisons principalement des œuvres interactives où nous cherchons en fait à impliquer physiquement et corporellement, biologiquement, les corps des spectateurs au cœur de nos installations. Et donc, la plupart de nos installations, on cherche principalement à interroger nos relations contemporaines avec l'environnement naturel et l'environnement social.
donc à travers différentes mises en scène, différents types d'installations sensorielles. Et nous travaillons beaucoup en relation avec le toucher notamment. Donc on fait beaucoup d'hybridation en fait entre nature et technologie. Mais dont les points de rencontre vont nous inciter à inventer des relations symboliques et des langages entre notre corps humain et l'environnement. Donc nous avons donc créé des œuvres avec, des plantes, du bois, du cuir, de l'eau, des pierres, mais aussi avec les humains. Et la plupart du temps, nous imaginons en fait des langages sonores qui traduisent des échanges invisibles entre les corps et l'environnement, donc qu'ils soient naturels ou sociaux. Et donc, dans ce processus d'hybridation entre nature et technologie, la technologie disparaît afin de vraiment sublimer des relations sensibles et symboliques qui s'éprouvent le plus souvent par le toucher. Donc, ces échanges tactiles se traduisent généralement par des langages sonores spécifiques qui éveillent en nous le sentiment d'exister, tant dans notre corps que dans notre rapport avec l'environnement. On aime beaucoup cette citation en fait de Merleau-Ponty qui dit toucher, c'est se toucher. Donc les choses sont le prolongement de mon corps et mon corps est le prolongement du monde qui m'entoure. Il faut comprendre le toucher et le se toucher comme envers l'un de l'autre. Donc là, dans la conception de nos installations, il s'agit de susciter la sensation d'exister, il s'agit de susciter la sensation d'éprouver l'existence d'une plante, par exemple, mais aussi sa propre existence avec le toucher, tout en créant un lien singulier et émotionnel. Donc, nous sommes vraiment très, très sensibles à l'idée que le corps est une forme d'interface continue avec le monde. Et donc, c'est dans ce sens que nous avons créé Acousmaflore en 2007, qui est donc une de nos premières hybridations entre nature et technologie. Et donc, dans cette œuvre, ce sont de véritables plantes qui vont réagir à nos contacts, nos frôlements, par un langage, un caractère sonore. Donc, je vous inviterai à aller voir une vidéo de cette installation par les différents liens que je vous mentionnerai à la fin. Donc, lors de ces installations, de ces différentes interactions, nous allons rendre audible ce qui échappe à notre perception, c'est-à-dire nos échanges énergétiques avec les êtres vivants. Et donc, par ce biais, donc nous allons rappeler que notre environnement est vivant, il est réactif, et que la plante, du coup, dans cette installation, elle est vraiment utilisée comme le capteur vivant de l'œuvre. Donc, l'énergie électrostatique va être le déclencheur de ces interactions. Donc, du coup, on invite le spectateur à venir les caresser, les effleurer. Et à chaque contact, donc, les plantes, elles vont réagir par un comportement sonore singulier. Nous, on parle beaucoup de comportement sonore, de comportement parce que, en fait, par rapport au son, lorsqu'on va entendre un son, lorsque je vais toucher la plante, le son va avoir une influence sur la manière dont je vais avoir envie ensuite de penser ma relation avec la plante et aussi peut-être de la toucher. C'est-à-dire que si je m'en approche, on travaille beaucoup sur les relations de proximité, donc pas seulement du toucher en tant que tel, mais vraiment travailler sur l'épaisseur du toucher. Donc si je m'approche de la plante, donc le son va commencer à être ténu, mais si je la touche véritablement, le son va être beaucoup plus aigu. Donc par exemple, si j'ai un ronronnement en m'approchant de la plante, le son va devenir beaucoup plus agressif si je touche la feuille directement. Et donc, ces relations, forcément, ces relations sonores vont influer notre manière de penser notre relation avec la plante. Donc, c'est comment, à un moment donné, le son va modifier le comportement du spectateur qui est en train d'interagir, tout en suscitant, en fait, des émotions très fortes avec le vivant. Parce que la relation, elle est vivante, elle est fragile, elle est délicate, c'est une vraie plante. Si la plante, elle meurt, elle ne chante plus. Qu'est-ce que ça me suscite, moi, en tant que spectateur, de ressentir une plante qui chante? Qu'est-ce que ça me suscite dans mon imaginaire, dans ma culture? Enfin, quelles sont ces différentes relations que j'ai avec le monde? Et donc, à partir de l'Acousmaflore, ensuite, on a imaginé différentes formes d'autres œuvres, en fait, qui sont des hybridations aussi avec le végétal. Donc, Phonofolium, qui est un arbuste qui réagit aussi à nos contacts électrostatiques, comme Acousmaflore, mais son comportement va évoluer au cours du temps. Comme un humain, en fait, la plante, on peut imaginer qu'elle a différentes humeurs. On n'est pas toujours... on peut être parfois, voilà, on peut être parfois peut être gai, joyeux, parfois plus agressif, parfois plus en colère. Et donc, on joue sur ces différents comportements que nous, on peut avoir en tant qu'être humain, mais que la plante pourrait aussi avoir au cours du temps. Dans notre processus artistique, on essaie toujours de mettre l'humain en miroir, en fait. Et d'ailleurs, la plante, elle est aussi à l'échelle humaine. Donc, Phonofolium a une taille qui se rapproche de
taille humaine. Et dans Acousma Fleur, on a des plantes qui vont être, on va pouvoir en fait, quand c'est possible, voilà, pouvoir les prendre dans nos bras, proposer en fait une autre relation spécifique avec le vivant, d'égal à égal. Voilà, donc on a Phonofolium etlux, qui permet aussi, donc etlux, donc avec une scénographie lumineuse, de travailler une autre forme d'interaction plus immersive dans un lieu où elle est exposée. On a aussi imaginé en fait Domestic Plant, qui s'inscrit complètement dans la continuité de ces œuvres végétales, où celle-ci en fait elle est attachée à un mur en fait et donc elle va se déplacer comme un animal de compagnie avec des comportements imprévisibles qui peuvent être féroces ou attachants. Elle a tendance à se rapprocher souvent de nos pieds. Enfin, c'est assez troublant. Donc, la mise en scène de l'installation est à la fois dramatique et comique, et elle provoque des réactions et des comportements vraiment différents chez les spectateurs. Donc, pour nous, elle est vraiment une œuvre hybride. Elle oscille entre un état de domestication et un état sauvage, entre une plante et un animal, entre un être vivant et un objet technologique. Et donc, nous, on s'intéresse beaucoup, on aime beaucoup la pyramide de la vie là, de Charles de Beauvais, qui est notamment évoquée dans le livre de Stefano Mancuso et Alexandra Viola, donc le livre qui est intitulé L'intelligence des plantes. Et là, donc, il mentionne la pyramide de la vie, donc de Charles de Beauvais, qui marque encore aujourd'hui notre conception du monde naturel. C'est-à-dire que la plante, elle, ne vit elle vit, voilà, tandis que l'animal sent et que l'humain, qui est vraiment tout au-dessus, a la faculté de comprendre. Et donc, et pourtant, donc, comme le démontrent ces auteurs dans leur livre, il y a beaucoup d'aspects qui nous invitent à repenser les plantes autrement, à prendre conscience de leur intelligence, de ce qui nous rassemble, tant d'un point de vue sensoriel que social. Et donc, pour nous, il nous intéresse de créer des miroirs, des égalités, une forme de parité symbolique entre le corps humain et la plante ou l'arbre. Et donc, c'est aussi en ce sens qu'on a créé cette œuvre récemment qui s'appelle Phytopoiesis, qui est composée en fait, donc c'est une plante vivante, hein, comme pour Phonofolium, mais cette plante, elle est capable de générer des images qui se renouvellent constamment en utilisant une intelligence artificielle. Donc ici, cette plante, elle réagit au moindre contact humain et rêve de s'hybrider avec des êtres humains. Donc, comme pour les autres plantes, elle est sensible à notre énergie électrostatique, elle réagit à notre toucher, à notre proximité par des caractères sonores et à des images évolutives. Donc, elle est donc interfacée à un ordinateur et elle a la possibilité d'envoyer des requêtes, des prompts à une intelligence artificielle afin de générer des images originales issues d'hybridation entre des organismes végétaux et des êtres humains. Et donc, on se retrouve avec voilà, des images qui sont entre de la sève, entre du sang, des os. Enfin, on est vraiment sur des hybridations de matière végétale et humaine. Et donc pour nous, en utilisant l'intelligence artificielle pour cette installation, donc Phytopoiesis va nous inviter à vraiment penser notre considération des intelligences autres qu'humaines. Donc elle interroge la façon dont un autre être vivant qu'un humain pourrait avoir une relation avec une IA, parce qu'effectivement, l'homme a créé l'intelligence artificielle pour lui, mais on peut aussi se demander, mais comment est-ce qu'un être vivant pourrait l'utiliser et qu'est-ce qu'il en ferait? Est-ce que les capacités d'une plante pourraient être augmentées via l'utilisation d'une intelligence artificielle? Et nous, voilà, on a proposé en tout cas de se dire, bah, si on a envie de travailler sur une égalité aussi entre la plante et l'humain, comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elle rêve de s'hybrider avec un être humain pour être au plus près, être dans une meilleure égalité avec lui, en fait, une meilleure équité. Voilà. Ensuite, pour revenir à d'autres formes d'hybridation entre nature et technologie, on a travaillé avec d'autres éléments, donc comme le bois, avec matière sensible. Donc, matière sensible, c'est une fine sculpture de bois qui est issue d'un travail particulier que nous nommons du coup de la marqueterie interactive. Et donc, ce processus technique, artistique et invisible nous permet de définir des zones tactiles sonores distinctes, donc qui vont suivre en fait les veines naturelles du bois. Et donc, celles-ci vont réagir à nos contacts électrostatiques par des sonorités organiques. Donc, on a deux versions, une suspendue et une en forme de lyre.
À chaque fois, l'élément végétal est présenté de manière assez minimale. Mais elle rappelle, dans les 2 cas, une forme d'instrument de musique voilà, plutôt ce qui se rapproche de la harpe. Comme si les veines du bois devenaient les cordes, donc d'une harpe. Ensuite, on a une autre installation qui s'appelle Pulsation, qui est en fait l'installation la plus invisible que nous ayons créée. Et donc elle invite les spectateurs à poser leur oreille contre le tronc afin d'entendre et de ressentir un battement de cœur humain. Donc Pulsation est toujours exposée dans des jardins, dans des parcs et elle va créer un miroir symbolique et une continuité sensible entre le corps et celui de l'arbre. Donc elle paraît silencieuse, c'est-à-dire que quand on est juste à côté, on ne sait pas que c'est une installation sonore. Il faut vraiment poser l'oreille contre le tronc de l'arbre pour l'entendre et la ressentir. On peut également la ressentir dans les mains parce que la pulsation va se dégager aussi dans tout le corps du tronc. Et donc le toucher permet ici de partager une proximité unique avec l'arbre. Donc l'expérience corporelle, elle est totale, elle est marquante et elle peut donner à la sensation de ne faire qu'un avec l'arbre. Donc le son du battement de cœur résonne tant dans l'arbre que dans notre propre corps. Et donc le son va vraiment créer une continuité et va former une unité forte et symbolique entre le corps et l'arbre. Et donc cette œuvre va proposer des instants méditatifs, d'écoute, et donc une écoute très intimiste. Et elle va toujours s'inscrire de manière très discrète dans le paysage pour générer une grande force émotionnelle. C'est parce que du coup l'installation est complètement invisible que l'émotion va être d'autant plus forte. Donc comme je disais tout à l'heure, le spectateur, je l'ai dit pour matière sensible, la plupart du temps, le spectateur se retrouve le plus souvent en fait face à un élément naturel qui apparaît dans sa forme la plus sobre et minimale, mais où va s'immiscer en fait une technologie invisible. Et donc les spectateurs doivent à chaque fois faire contact au corps avec les œuvres pour les révéler ou les percevoir. Là, il s'agit d'une autre installation avec des peaux d'agneau. Donc cette œuvre qui s'appelle Membrane, elle forme en fait ensemble un instrument interactif avec des formes animales, parce qu'on reprend vraiment la forme de l'agneau en fait. Et donc cette installation, cette sculpture de peau en fait, peut se jouer seule ou à plusieurs. Donc elles vont là aussi réagir au contact électrostatique des corps en produisant des sonorités évolutives en fonction de la qualité, de la profondeur du contact. Donc chaque peau est composée de différentes zones interactives et une partition polyphonique distincte. Les 2 peaux étant l'une en face de l'autre, l'espace qui les sépare se rétrécit en fonction des interactions des spectateurs de part et d'autre, ce qui induit des modifications, des reliefs dans les sonorités produites. Donc cette installation, elle va jouer sur des degrés de proximité, d'intimité entre 2 peaux, 2 corps. La peau de l'homme comme celle de l'animal se rencontrent en miroir. Elles s'approchent, elles s'éloignent, elles se côtoient dans un jeu de proximité musicale. Ces peaux sont aussi des médiums, des intermédiaires qui dessinent des rencontres sensibles entre plusieurs personnes et qui invitent à l'écoute de l'autre afin d'expérimenter des sonorités conduites par des jeux de rapprochement, de distance, de contact. Donc ici, voici une autre, on fait beaucoup d'installations où les spectateurs sont à plusieurs dans une œuvre. Et on a quelques installations intimistes comme Pulsation, mais aussi Cogito Ergo Sum, qui propose ici de créer un miroir symbolique entre le crâne de celle et le crâne du spectateur. Donc le spectateur est invité à mettre un casque et à explorer les différentes parties de l'œuvre avec ses mains. Donc chaque partie du crâne réagit par une sonorité différente qui évolue en fonction de la qualité du toucher électrostatique. Donc la conception sonore s'appuie sur la méthode binaurale, donc qui va accentuer le miroir symbolique entre le crâne de l'œuvre et celui du spectateur. Et donc chaque zone ainsi explorée reflète la spatialisation sonore en faisant ressentir donc les zones frontales, pariétales, temporales, occipitales. Donc elle est vraiment spatialisée autour de la tête. Donc l'installation interactive propose une exploration méditative, intuitive et sonore de ce lieu inconnu qui contient notre pensée. Il s'agit d'une interprétation sonore du lieu géographique où se construit notre pensée, donc cette terra incognita qui est l'intérieur de notre crâne et qui regorge de lieux géographiques. J'aime beaucoup la citation de Giuseppe Pennone qui décrit dans son livre L'image du toucher à propos de son œuvre Paysage du cerveau.
Donc, c'est un véritable paysage avec dépressions, lits de rivières, montagnes, plateaux, un relief semblable à la croûte terrestre. Le paysage qui nous entoure, nous le possédons à l'intérieur de cette boîte de projection. C'est le paysage à l'intérieur duquel nous pensons, le paysage qui nous enveloppe. Et donc, les sons que nous allons entendre au sein de cette interaction, ce sont des sons qui mêlent à la fois des sons organiques et des sons de l'environnement extérieur. Et donc, l'idée vraiment d'associer dehors, dedans, voilà, dans cette installation. Donc, le ciel, qui est une matière qui est à la fois dure, précieuse, irritante, fragile, poreuse, est un des constituants essentiels du corps humain. Mais donc, on le retrouve à la fois dans les os, le sang, mais aussi les cellules. Mais donc, il est non seulement un élément de notre corps, mais il est aussi un élément de notre paysage, du paysage qui nous entoure, parce qu'on le retrouve sous la forme liquide, solide, donc dans les rochers ou dilué dans la mer. Et donc là aussi, donc, la contenant et contenu sont donc mis en miroir dans ce crâne de sel. Alors là, voici un autre exemple d'hybridation entre nature et technologie qui va interroger nos relations fragiles et notre impact avec l'environnement. Donc, pour cette sculpture qui s'appelle Cryophone, nous utilisons l'eau qui est un composant, donc comme le sel, c'est un composant de notre corps. Et donc la glace, c'est un état fragile de l'eau. Donc, c'est à la fois la peau et la chair de la sculpture. Et donc, la sculpture, elle représente un icosaèdre qui est un symbole de l'eau parmi les 5 symboles de Platon. Donc, cette sculpture de glace réagit au contact électrostatique de notre corps. Et donc, les rétroactions sonores évoquent des matières liquides, organiques, fragiles et profondes. Les sons et la lumière évoluent en fonction de l'intensité de ces contacts. Mais en même temps, l'interaction avec le toucher, dans cette interaction avec le toucher, la chaleur humaine va faire fondre la glace et va transformer et modeler dans une nouvelle forme cette sculpture. Donc la glace va évoluer également en fonction des conditions climatiques. Alors, ce qui se passe dans cette sculpture, c'est qu'il est à la fois nécessaire de la toucher pour générer du son et de la lumière, mais dans le même temps, la chaleur de chaque contact va transformer, influencer lentement et détruire la forme initiale de la sculpture. Donc, de cette manière, nous interrogeons donc notre impact humain sur l'environnement, avec l'eau fragile qui compose notre corps. Donc, les qualités de forme, de densité, de transparence vont évoluer en fonction de la fonte imprévisible, donc qui est générée par notre chaleur, et celle des variations climatiques où elle est exposée. Alors, dans cette œuvre Vibris, nous utilisons en fait un grand nombre de plumes. Elle est interactive, lumineuse et sonore. Donc, elle est très sensible, aérienne, délicate. Elle invite le spectateur à rentrer à l'intérieur pour l'explorer, la toucher, l'effleurer. Et donc, elle réagit en fait au mouvement d'air et donc au mouvement qui la traverse. Donc, lorsque le spectateur la traverse, et bien, du coup, on va modifier ce microclimat que constituent les plumes. On l'a vraiment imaginé comme un nuage microclimatique à l'intérieur duquel chaque mouvement va générer en fait différentes sonorités et lumières. Voilà, comme si on modifiait vraiment l'intérieur d'un nuage. Donc, le corps devient une forme de mouvement d'air dynamique qui participe à l'évolution de ce nuage. Et donc, d'un point de vue tactile, voilà, c'est vraiment spécifique parce ce sont des vraies plumes. Donc, du coup, la relation avec la plume crée un sentiment très, très particulier à l'intérieur. On est à la fois dans un brouillard, à la fois on est dans un rapport avec l'animal. Enfin, il se passe vraiment quelque chose de très sensoriel et de très fort une fois qu'on est à l'intérieur. Donc, comme je disais tout à l'heure, la plupart du temps, nos installations sont minimales, où l'élément naturel est mis en scène. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que la technologie soit invisible pour renforcer des interactions sensorielles et symboliques. Donc, notre processus artistique nous permet de créer diverses hybridations entre la technologie et d'autres éléments, donc, comme vous avez pu le voir avec le bois, l'eau, le cuir, la glace, le sel, mais aussi l'humain. En fait, lorsque nous pensons l'interactivité au sein d'une œuvre, nous pensons avant tout au sens des interactions entre le spectateur et l'installation.
Donc, nos créations proposent d'aller au-delà de simples actions-réactions. Elles invitent les spectateurs à prendre conscience de la richesse des relations engagées avec le vivant, qu'elles soient biologiques ou physiques. Et donc, de manière globale, lors des interactions, nous interrogeons les notions d'intimité, de proximité, de rapport à l'autre en tant qu'élément biologique, végétal, animal ou humain. Chaque élément, que ce soit du bois, du végétal, un crâne de sel, une peau de cuir, du tissu, un espace, est traité en tant que surface épidermique, poreuse, sensible et proche du corps. Le toucher permet ainsi d'effleurer un état de corps, une intimité. Le corps est donc, comme je disais au début, c'est une forme d'interface continue avec le monde et la peau en est à la fois une frontière protectrice et poreuse. Donc, nous utilisons les similitudes entre le corps biologique et les matériaux naturels afin de créer des liens symboliques. Les veines du bois, l'écorce de l'arbre ou l'utilisation du cuir et du tissu en référence à la peau, ou le sel présent à la fois dans notre corps et dans l'environnement. Donc, à partir de là, nous construisons des identifications singulières et éphémères. Les interactions sensorielles avec nos œuvres interactives prennent tout leur sens dans le contact tactile et établissent des relations extraordinaires entre les humains et entre les humains et leur environnement. Donc, les œuvres sensibles que nous proposons aux spectateurs, donc parmi elles, il y en a certaines qui suscitent des sentiments d'empathie, voire de sympathie, et créent un lien affectif le temps de ces échanges, que ce soit avec acousma flore, pulsation, matière sensible, cogito ergo sum, avec les plumes. Donc, la question de l'empathie, c'est celle de savoir comment les individus comprennent les états émotionnels des autres. Donc, pour nous, il nous importe alors de rapprocher les œuvres du corps du spectateur, tant par les matières choisies que par leur scénographie, le toucher, les textures sonores et lumineuses, afin de créer des relations vivantes et émotionnelles. Donc ici, je vous présente aussi une autre installation qui, pour le coup, est vraiment avec les humains. Donc, c'est Urban Light Contact, qui est une œuvre qui invite les spectateurs à toucher l'autre. Donc, il y a une première personne qui pose sa main sur la bille. Elle doit inviter une deuxième personne à venir la toucher. Et donc, le contact doit se faire de peau à peau. En fonction de la proximité des contacts et des spectateurs, chaque toucher corporel provoque des variations lumineuses et sonores qui varient en fonction de l'énergie électrostatique de chacun et du nombre de spectateurs impliqués. Donc, les contacts entre corps humains génèrent son et lumière en temps réel qui viennent illuminer, souligner les façades et architecture environnante. Donc, pour nous, Light Contact, c'est vraiment l'œuvre la plus représentative de notre approche de l'interactivité. Elle est une œuvre médiatrice qui, grâce à un rituel de rencontre par le toucher, va créer des liens et tisser des rencontres inattendues entre deux personnes qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas. Et donc, par sa dimension sociale et forte en rencontre, cette œuvre a été exposée à de nombreuses reprises dans l'espace public. Donc, les contacts de peau à peau vont générer une multitude de scénarios sonores possibles qui stimulent des comportements, des qualités de toucher, des mises en scène des spectateurs. Donc, par exemple, si le son que l'on entend évoque une caresse, on va pas caresser, du coup, on peut inciter à caresser le corps de l'autre d'une certaine manière, mais si le son propose plus des formes de rythme, du coup, peut-être que le contact, la relation avec l'autre va être un peu différente sur la manière de toucher l'autre, peut-être de plus tapoter en fait la main de manière rythmique, etc. Mais après, chacun va vraiment s'emparer de ces différents scénarios sonores. Donc là aussi, on parle beaucoup de comportement, comment le son va vraiment mettre en scène le spectateur, va générer des touchés, des manières de se mettre en scène avec les uns et les autres. Mais en tout cas, c'est une œuvre qui permet de générer des chaînes humaines de dizaines de personnes autour de cette œuvre. Et donc, des personnes qui ne se connaissent pas au départ vont se caresser les mains, le visage, vont inventer des gestes singuliers. Et en fait, c'est parce qu'il y a un rituel artistique, parce que sinon, on n'irait pas le faire. Et grâce à ce rituel artistique, donc l'œuvre a créé des instants de rencontres et de jeux très intenses au-delà de toute barrière générationnelle ou sociale. Donc les distances sociales, les positions hiérarchiques, telles qu'elles sont vécues dans la vie de tous les jours, sont du coup rompues temporairement. Et c'est ce que permet un rituel artistique, justement. Donc, la scénographie de l'œuvre et sa dimension lumineuse révèlent donc l'espace l'environnement, un bâtiment, une architecture de manière éphémère, surprenante, vivante et fragile, parce qu'elle dépend uniquement de ces échanges, de ces contacts électrostatiques entre les spectateurs.
Les vibrations donc, lumineuses et sonores, d'ailleurs, gardent cette fragilité et vont vraiment dépendre que de ces échanges qui sont liés entre les spectateurs. Voilà. Donc, quelques exemples de ces rencontres. Donc, il nous est arrivé effectivement de mettre en lumière des bâtiments en entier, comme celui de la scène nationale de Bonlieu à Issy. Et en suivant en fait ce processus, en fait, on a créé donc une autre œuvre qui s'appelle Cyclique, qui est vraiment dans la lignée de Urban Light Contact, de Light Contact, et qui va créer du coup un autre espace de rencontre immersif entre les spectateurs et où le contact électrostatique avec les autres vont générer des paysages visuels et sonores hypnotiques. Donc ici, Cyclique, c'est une performance collective donc qui va inviter les publics, les spectateurs à partager un temps de relation symbolique et sensitive avec l'autre. Donc ici, les spectateurs sont invités à s'asseoir ensemble ou à se donner la main pour déclencher à plusieurs une expérience immersive visuelle et sonore autour d'un foyer symbolique. Donc il y a souvent cette idée de cercle, de foyer dans nos installations. Comme dans Light Contact, c'était la bille. Ici, on est plutôt autour d'un grand miroir hémisphérique. Donc ce miroir va concentrer et refléter les visuels en mouvement, vidéo projetées dans l'espace. Donc les interactions entre les spectateurs vont construire un paysage mouvant, visuel, sonore, qui va varier en fonction des contacts entre les uns et les autres. Et au cours de ces temps d'échange et de contacts singuliers entre les spectateurs, les scénarios visuels et sonores de l'œuvre grandissent, s'intensifient. L'énergie de chacun contribue à enrichir de nombreux tableaux hypnotiques. Alors ici, je vous propose une autre installation qui justement n'est pas liée au contact physique, mais un contact plutôt virtuel. C'est pour montrer en fait une autre forme de scénographie. Donc c'est une rencontre imaginaire, c'est une installation vidéo interactive comportementale. Donc lorsque un visiteur rentre dans l'espace d'interaction, il est filmé et son image attire progressivement et virtuellement des mains, des visages avec qui il peut agir. Il peut interagir. Donc ces mains et ces visages sont donc autant de comportements qui interrogent nos relations que nous avons à l'autre. Les personnages virtuels donc, proviennent de spectateurs filmés en amont quand cela est possible. Donc nous mettons en place des ateliers de captation afin de nourrir la base de données de l'œuvre et simuler des mises en scène variées dans l'espace public quand c'est possible. Donc ici, l'installation n'est pas sonore, elle est vraiment uniquement visuelle, mais c'est vraiment une autre manière de créer une mise en scène des spectateurs, de créer un lien singulier avec des personnages virtuels. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la façon dont les personnages virtuels interagissent, lorsque les personnages virtuels lorsqu'on interagit avec ces personnages virtuels, on arrive à jouer par exemple, de ces mouvements de main, de ces visages qui se rapprochent. Voilà, ça crée quand même une sensation. Ça crée une sensation avec laquelle on peut véritablement jouer et se mettre en scène. Donc, généralement, les personnages arrivent à gauche et à droite, ce qui permet de pouvoir interagir avec l'un et l'autre en même temps. Voilà. Et, j'ai encore un petit peu de temps pour présenter quelques œuvres ou pas? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, du coup, là, je vais présenter, donc, c'est Métamorphie. Donc, Métamorphie, en fait, c'est une installation où on utilise, en fait, un tissu qui permet de créer, en fait, une relation sensorielle, également un rapport, créer un rapport aussi avec la peau particulier. Donc, le spectateur est ici invité à toucher, à explorer la profondeur du voile semi-transparent de l'installation. Donc, comme je disais, donc, le tissu il est traité comme une forme de peau sensible, une interface tactile. Et donc, cette peau symbolique a une élasticité qui fait partie d'un processus de métamorphose. Donc, sa porosité génère une image virtuelle au fil des interactions.
Il est déformé lorsque le spectateur le touche. Et l'exploration en profondeur de ces différentes couches révèle l'intimité d'un univers imaginaire. Donc, les matériaux visuels et sonores évoquent des univers profonds et méditatifs, à travers des substances organiques, liquides ou incandescentes. Telle une partition musicale, chaque zone d'interaction sur le tissu offre des matières sonores lorsque le spectateur explore sa profondeur avec la main. Et donc, par ce biais, en fait, il va explorer son propre reflet qui se trouve dans le miroir face au voile. Et donc, dans cette œuvre sensorielle, les reflets réels et les images virtuelles vont se mélanger en donnant l'illusion d'une réalité déformée. Et à travers son interaction, le visiteur va donc explorer son propre reflet, et va plonger virtuellement dans son propre corps, du fait qu'il y ait le miroir qui se trouve en face. Ici, c'est une autre installation avec un tissu qui s'appelle les 100 visages. Et donc, dans cette installation, les spectateurs sont invités à explorer donc un grand visage qui est vidéoprojeté sur le tissu. Et au fur et à mesure que l'on interagit avec le visage, en fait, il y a d'autres fragments de visage qui vont venir se superposer les uns avec les autres. Alors, dans cette installation, tous les visages ont été filmés. Tous les visages qui ont été filmés portent un regard bienveillant en fait sur la personne qui est en train d'interagir. Et ce qui se passe aussi dans cette installation, c'est qu'on se retrouve face à un immense visage qu'on est invité à toucher. Et du coup, cela crée une relation qu'on n'a pas l'habitude en fait d'avoir, de toucher un grand visage d'aussi près. Et par cette exploration, en fait, du coup, en dévoilant différents fragments de visages qui vont se mêler les uns avec les autres, on rappelle en fait que notre identité en fait n'est pas unique, mais en fait elle est vraiment multiple. Elle est composée de toutes les rencontres en fait que l'on a en fait au fil des jours. Donc on est vraiment on a une identité composite. Voilà. Et peut-être pour terminer, je peux juste rappeler, dire un petit mot sur l'idée du rituel. Donc c'est vrai qu'on a parlé on parle beaucoup de rituels d'installation dans nos installations, donc notamment par le biais de l'eye contact, mais du coup, il y a ce processus spécifique où on invite une personne à poser sa main sur la bille, à prendre le temps de respirer avant de toucher une autre personne, ou cyclique. Donc à chaque fois, il y a un rituel d'interaction. Même dans l'installation avec nos plantes, on a ce petit rituel d'interaction qui est symbolisé par un dessin. Mais ici, dans cette installation que nous avons réalisée avec Yosra Moshtaedi, une artiste iranienne, en fait, on a vraiment essayé d'imaginer un espace qui est rituel, en fait, même spirituel. Ici, en fait, on a un arbre, un arbre qui est un arbre qui est j'ai perdu le nom. Un chêne-liège, pardon. Voilà, c'est un chêne-liège qui a été peint en noir, donc comme s'il avait été carbonisé. Et en face, il y a un dessin de Yosra Moshtaedi qui en fait représente des hybridations entre soit du végétal et de l'animal. Et donc, en face donc ce dessin qui est derrière la sculpture en bois. Donc, en fait, on a le spectateur, quand il rentre dans l'espace, au départ, l'espace est complètement silencieux. Mais quand il s'en rapproche, en fait, on entend progressivement des sons très doux qui invitent en fait progressivement à s'en rapprocher. Et quand on s'en rapproche, en fait, progressivement, on voit notamment un feu qui vient apparaître sur le dessin. Et lorsque l'on touche l'arbre, en fait, on peut ressentir un cœur qui bat et dans le même temps entendre des chants iraniens qui parlent en fait de la force de la vie, de la force de la femme. Donc quand l'œuvre a été créée, c'était complètement en lien avec justement les mouvements qu'il y avait en Iran. Mais non, voilà. En tout cas, c'est une installation qui propose vraiment d'inviter à repenser une forme de révolution sur notre rapport à la nature, notre rapport aux femmes. Euh, et en fait, c'est une installation qui saigne, entre guillemets. En fait, quand on s'en approche...
Ah, je crois que j'ai dû oublier une image. On le voit un petit peu ici, il y a un petit on voit en fait de l'eau qui suinte et donc en fait ce liquide qui suinte pour nous rappelle à la fois, donc la sève, le sang, le lait maternel qui sont en fait que des éléments qui permettent en fait de soigner pour, régénérer. Donc c'est vraiment une œuvre qui invite à penser la régénération en fait, de la nature. Voilà. Voilà en tout cas ce que je peux dire sur, les différentes installations, que nous avons réalisées. Un immense merci Anaïs d'avoir présenté donc toutes ces œuvres magnifiques et qui d'un point de vue didactique, alors je rebondis immédiatement sur la partie didactique qui va nous intéresser ici, font écho et résonnent avec toutes les approches, les approches sensibles du vivant, mais aussi la phénoménologie de la perception dont vous avez parlé avec Merleau-Ponty, et puis les théories de la cognition incarnée, qui nous disent que le préverbal et tout ce qui est du domaine du sensible et de l'émotion et du corporel vont déclencher ensuite le verbal et qui nous tiennent vraiment à cœur, en tout cas dans nos recherches sur les approches sensibles du vivant, en didactique de l'anglais notamment. Euh, voilà, je vais peut-être arrêter là l'enregistrement et puis on va pouvoir parler librement. Euh, J'inviterai peut-être le public qui regardera la vidéo à vous contacter directement pour éventuellement prévoir des expositions parce qu'il y a certaines de vos œuvres qui sont vraiment très didactiques et Mmh. didactisables. Alors, je vois pas du tout en suspens. Ah,